Bonjour, nous recevons Gérard Haro, ancien ambassadeur pendant une dizaine d'années aux États-Unis, d'abord aux Nations Unies, puis à Washington. Aujourd'hui, consultant consultant aux États-Unis, chroniqueur au Point, chroniqueur à France Inter, mais également auteur d'un livre remarqué qui s'intitule Passeport diplomatique, 40 ans au Quai d'Orsay, publié chez Grasset. Monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous? Vous rentrez des États-Unis là? Oui, je rentre des États-Unis. Bonjour. C'est avec grand plaisir que je retrouve Paris après 3 mois de confinement à New York. Et la situation est très tendue en ce moment à New York à cause justement du Covid-19? Non, pas. New York a appliqué un confinement à l'européenne, donc la ville a été très frappée. Par tête d'habitant, il y a 3 fois plus de victimes à New York qu'en France. Mais le confinement a été très sévère et maintenant la ville renaît. En revanche, ce sont dans les États républicains qui n'ont pas confiné ou qui ont confiné trop tard, Dans le trop sud. brièvement ou trop partiellement, dans le sud en particulier, où là, le nombre de cas est en train d'exploser. Alors, le président Trump recommande d'absorber du détergent pour soigner le Covid. Il éructe contre ses adversaires et notamment Joe Lassoupy. Il passe son temps sur les greens de golf. Il ne lit pas ses dossiers. Il demande à Mathilda May si elle a l'arme nucléaire. Il pense que les pays baltes appartiennent à la Russie. Bref, c'est un homme qui fait l'actualité. Au-delà de ces anecdotes, est-ce qu'il incarne le réveil de l'homme blanc dans un pays multiculturel? D'abord, souvent, lorsque les Français me posent des questions sur les États-Unis, sur les fractures de la société américaine, j'ai envie de leur dire, regardez la société française, regardez la société européenne, Brexit, regardez ce qui se passe en Italie. En réalité, les États-Unis font face à la même rébellion d'une partie de 35% à 40% de la population contre le système. Ce n'est pas par hasard que les États qui ont élu Trump, qui étaient des États qui avaient toujours voté démocrate, étaient des États de la désindustrialisation, Pennsylvanie, Wisconsin et Michigan. Donc vous avez une Amérique, les classes moyennes inférieures, la classe ouvrière, les zones rurales ou semi-urbaines, qui considèrent qu'on ne s'est pas occupé d'eux et qui ont choisi la voie populiste, un peu comme chez nous les Gilets jaunes. Alors sur le style qui n'est pas forcément le plus important, l'Amérique est tout de même habituée aux cow-boys. On se souvient de Lyndon Johnson avec ses propos orduriers. On l'a un peu oublié parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je me souviens d'un livre sur Reagan qui s'appelait Landslide, qui montrait que le président américain, à 5 heures de l'après-midi, était devant la télévision et déjà à moitié endormi. Ces cow-boys, finalement, on les accepte mieux outre-Atlantique qu'en France, malgré tout. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on ne cherche pas des technocrates. C'est-à-dire on ne demande pas au président d'être le spécialiste des dossiers, contrairement à nous. On demande au président d'être le patron, d'être le chef qui donne les grandes orientations. Et donc, vous voyez, on dit souvent, ce dont nous avons besoin, c'est le commandant en chef, le commander in chief. Alors, Et vous savez, c'est un peu la même chose avec George W. Bush. C'était un peu aussi la même chose, mais ça fait partie du système. il y avait effectivement sur George W. Bush aussi un peu un procès en incompétence, mais malgré tout, c'était pendant la guerre contre la terreur. Et donc, un climat très particulier. Dans les dernières révélations, est-ce que ce sont celles de John Bolton, son ancien ambassadeur à l'ONU, qui font le plus mal parce que c'est un homme, c'est un insider, c'est un homme de l'intérieur, ce n'est pas Bob Woodward qui, lui, est un journaliste. Lui, Bolton, c'est l'homme du système. Il était dans la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Non, alors ces révélations, vous savez, on en a eu tous les 3 mois. Ces révélations ne servent à rien. C'est-à-dire l'Amérique a décidé. Elle est polarisée entre deux Amériques qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus. Les partisans de Trump le suivent fanatiquement, fidèlement. Jamais dans l'histoire des États-Unis, des électeurs ont été à ce point fidèles au président qu'ils ont élu. Et de même, de l'autre côté, les démocrates, par définition, sont contre Trump. Donc moi, je suis convaincu que le livre de Bolton, en plus, on peut discuter sur la dignité de l'affaire, parce que Bolton a rampé devant Trump pour être conseiller national de sécurité. Moi, je pense que ce genre de livre n'a pas d'influence sur les futures élections. Il y a une époque, au début du mandat, on parlait des adultes et on désignait ainsi les généraux du Pentagone qui étaient plus sérieux et qui éviteraient au président d'appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire. Mais enfin, il a quand même viré beaucoup de monde depuis. Il y a par ailleurs beaucoup de diplomates manquants au secrétariat d'État. Est-ce qu'on utilise encore cette terminologie des adultes ou est-ce que c'est passé ?
Ah non, c'est totalement passé. Il a pris totalement le pouvoir. Au début, il arrivait à Washington, il ne connaissait personne, il ne savait rien. Donc, il était quand même relativement avec un peu de retenue. Maintenant, il est convaincu qu'il a compris. Dans son narcissisme pathologique, il pense qu'il est le meilleur. Il n'a pas besoin de conseillers. Il prend les décisions tout seul. Alors, personne ne l'avait vu venir, à commencer par vous, mais enfin, vous n'étiez pas le seul. Et Ensuite, tout le monde a parié sur sa réélection parce qu'il avait de très bons résultats économiques. Enfin, l'Amérique était en pleine prospérité. Aujourd'hui, la crise sanitaire a quand même engendré une grave crise économique. Est-ce que le résultat est beaucoup plus incertain ou est-ce qu'il est d'ores et déjà battu? donc, cela étant, il a aussi, pour ajouter à ce que vous disiez, qui est juste, tout à fait juste, il a aussi totalement raté la crise qui a suivi la mort de George Floyd. C'est-à-dire, c'était un moment d'émotion nationale, de profonde émotion nationale, où les Américains attendaient des paroles de réconciliation, de paix et d'unité, et il est incapable de prononcer ce genre de paroles. Il a jeté de l'huile sur le feu, et on l'a vu immédiatement s'enfoncer dans les sondages. Aujourd'hui, s'il y avait une élection, il serait battu. Mais le problème, c'est que dans 4 mois et demi, les élections, c'est dans 4 mois et demi, c'est long en démocratie. On ne sait pas s'il y aura 10 millions, 20 millions ou 30 millions de chômeurs. On ne sait pas s'il y aura des émeutes pendant tout l'été. Et ajoutons là-dessus que la candidature Biden est quand même assez fragile. Donc tiendra-t-il la distance? Alors, puisque vous êtes diplomate, on peut quand même évaluer son bilan. Certains disent, bon, la Corée du Nord, pardon, c'était du bluff. Par contre, il a marqué des points sur la Chine. Il a obligé les Chinois à se dévoiler et à faire des concessions, ce que n'avait pas obtenu Obama. Alors, Trump, trop souvent, les gens regardent simplement le fait que Trump, c'est vrai, est assez braque, hein, est assez curieux dans ses déclarations, mais il a aussi je dirais, des intuitions. Il avait senti qu'il y avait une crise américaine, ce que personne n'avait compris, et il a été élu là-dessus. Et face à la Chine, tout le monde chuchotait que les Chinois trichaient fondamentalement dans le commerce international. Eh bien, lui, il a dit, vous trichez, donc je vous punis. Et cela étant, même si Biden est élu, je suis convaincu que les États-Unis continueront dans le bras de fer avec la Chine. Trump a réveillé un peu les États-Unis face à la Chine. Malgré tout, n'a-t-il pas déstabilisé ses alliés, notamment en Europe vis-à-vis de l'OTAN, il a une attitude qui est parfois un peu ambivalente. Est-ce qu'on peut espérer qu'au minimum, il entraîne un sursaut des Européens? Alors, pour Donald Trump, les alliances n'ont aucune importance. L'Occident n'existe pas, la solidarité avec les Européens lui est totalement indifférente. Pour lui, il n'existe que des États-nations, et ces États-nations doivent régler leurs comptes sur la base des rapports de force les plus crus. Et donc, il traitera le Royaume-Uni, quand il va négocier un accord de libre-échange, il traitera le Royaume-Uni comme il traite la Chine. Il aura du sang britannique sur les murs. Et donc, les Européens, il n'en a rien à faire. Pour le moment, les Européens, vous avez raison, les Européens sont dans le déni. C'est-à-dire, les Européens se disent, bon, il va disparaître et on va recommencer comme avant. Mais en fait, la Mais si les, politique globalement des États-Unis à l'égard de l'Europe a évolué, même sous les démocrates. Exactement. Rappelez-vous qu'avec Obama, les Américains n'ont rien fait en Ukraine, n'ont rien fait en Syrie, n'ont rien fait en Libye. C'est quand même notre environnement qui est en flammes. Si Biden est réélu, il ne va pas envoyer les GIs en Syrie ou en Ukraine ou en Libye. Disons que l'engagement américain vis-à-vis de l'OTAN sera plus ferme, c'est-à-dire que si les chars russes envahissent l'Estonie, mais ils n'envahiront pas l'Estonie. Mais en revanche, dans le reste des affaires qui nous concernent directement, il n'y aura pas de différence. Quels sont les points de fragilité de Biden qui pourraient quand même profiter à Trump? D'abord, Biden est âgé, il a 78 ans en novembre, mais en plus, il les fait. 72 Euh, ou 68? 78. 78? 78. Oui. 78, il est né en 42. Il aura 78 ans au mois d'août, au mois de novembre, et il les fait. Il a des moments d'absence. Il a une vie atroce, il a souffert, il a perdu des enfants. Tout à fait. À l'âge de 30 ans, il a perdu sa femme et sa fille dans un accident d'automobile. Et il y a 4 ans, il a perdu son fils de 40 ans d'un cancer du cerveau foudroyant. Non, et l'homme est sympathique, mais l'homme est fatigué et ça se voit. Il manque d'énergie et c'est pour ça que Trump l'appelle, comme vous l'aviez remarqué dans votre introduction, Sleepy Joe, Joe l'endormi. Et donc, face à l'énergie brutale d'un Trump, la campagne risque d'être quand même assez surréaliste parce que vraiment, Biden est fatigué.
Finissons par Israël. Vous avez été en poste longtemps en Israël. On considérait dans cet univers du Quai d'Orsay où il y a ce qu'on appelle la rue arabe, qui est plutôt une diplomatie plutôt pro-palestinienne. On vous considérait à tort ou à raison comme pro-palestinien. Qu'est-ce que vous pensez de... Pro-israélien. Pro-israélien, pardon. Qu'est-ce que vous pensez de l'annexion de la Cisjordanie après le déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem? Est-ce que ce n'est pas un coup de trop de Netanyahou, mais cautionné par Trump? Alors, de nouveau, en ce qui concerne ce que vous disiez sur moi, moi j'ai toujours considéré que ce qui fonde les relations internationales, ce sont les rapports de force et qu'il y a un vainqueur. Et le vainqueur, c'est Israël. Donc, ce n'est pas être pro-israélien, c'est de constater qu'il y a un vainqueur. Et ce vainqueur, il est vainqueur de plus en plus, dans la mesure où maintenant, il est allié des pays arabes. Il est allié des pays arabes face à l'Iran. Et le conflit se polarise aujourd'hui au Moyen-Orient beaucoup plus contre l'islamisme que dans la relation israélo-palestinienne. Naturellement, les pays arabes qui ont toujours instrumentalisé pour leur propre cause la cause palestinienne se moquent éperdument aujourd'hui de la cause palestinienne. Il y a des Israéliens à Riyad en Arabie Saoudite ou dans les Émirats arabes unis. L'annexion, qui est un acte illégal, serait une grave erreur de Netanyahou. Parce qu'au fond, Netanyahou, il a déjà le meilleur des deux mondes. Il occupe la Cisjordanie et il peut l'occuper autant qu'il veut. Il y fait ce qu'il veut, il faut bien le dire. Pourquoi irait-il annexer la Cisjordanie si ce n'est pour des raisons idéologiques? Bon, je garde le meilleur pour la fin. Une petite question sur la diplomatie française, toujours célébrée comme étant la meilleure du monde. Finalement, on voit la marine turque qui vient faire la police au large des côtes libyennes. C'est quand même un problème de fond pour nous qui avons essayé, en soutenant d'abord le maréchal Haftar, de nous faire respecter dans cette zone et qu'on considérait comme une zone de sécurité nationale. Je pense, puisque je ne suis plus ambassadeur, je pense que des erreurs ont été commises par la France. D'abord, il y a des choses fondamentales en Libye. On n'agit pas contre l'Italie ou sans l'Italie. Voilà, l'Italie, c'est le sujet de politique étrangère italienne. Et si vous ne tenez pas compte des intérêts italiens, les Italiens vont vous tirer dans le dos. C'est ce qu'ils ont fait. Deuxièmement, la France ne doit jamais violer le droit international. Non pas parce que nous sommes naïfs, mais parce que nous ne sommes pas... Vous avez fait avec le maréchal Haftar? Oh ben quand même, on a soutenu le maréchal Haftar contre un gouvernement reconnu par les Nations Unies. En plus, nous ne pouvons pas devenir des voyous parce qu'on ne sait pas faire. Les Turcs et les Russes seront toujours plus voyous que nous. Donc restons dans ce que nous devons faire, qui est la défense du droit international. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Passeport diplomatique, 40 ans d'une vie bien remplie au Quai d'Orsay, publié chez Grasset. À bientôt. On se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud.